Important. Henri Guénaud, bonsoir. Vous êtes député Bonsoir. Les Républicains des Yvelines. Selon vous, il faut arrêter d'éluder tous les débats en dressant le monstre répulsif du fascisme devant les électeurs. Votre position, c'est non à Marine Le Pen, mais pas une voix pour Emmanuel Macron. C'est ce que vous nous avez dit par téléphone ce matin. À côté de vous, André Comte-Sponville, bonsoir. Vous êtes philosophe. Vous êtes convaincu par Emmanuel Macron, je peux le dire, puisque vous le dites vous-même. Et selon vous, les électeurs de gauche et de droite ont tort de ne pas vouloir voter pour Emmanuel Macron. On peut voter pour quelqu'un dont on ne partage pas les idées si on pense que c'est le moins pire et quoi de pire, qu'une candidate d'extrême droite. Et enfin, Juan Branco, bonsoir. Vous êtes chercheur et conseiller juridique de Wikileaks. Vous considérez que le vote blanc est un vote de colère noire, un refus des choix imposés, un appel au débat, voilà, par exemple ici ce soir, et un appel à l'ouverture de la pensée. Et on démarre avec une question d'un de nos spectateurs, Nadia. Oui, j'ai choisi cette question, elle est assez simple. Voter est un droit, mais est-ce aussi un devoir ? Henri Guénaud, on l'a un peu oublié, mais c'est écrit en fait sur nos cartes électorales. Il y a cette phrase, voter est un droit, mais c'est aussi un devoir civique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça veut dire que les libertés doivent être honorées ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un devoir civique, mais on n'est pas obligé d'être complice de n'importe quoi non plus. C'est-à-dire s'abstenir peut être un acte aussi civique dans certaines circonstances. Ouais. Vous n'irez donc pas voter dimanche ? Alors j'ai dit que j'hésitais entre aller à la pêche ou voter blanc. Voilà, je pense que j'irai probablement voter blanc pour ne pas donner le mauvais exemple, mais je ne veux pas être complice de ce choix. Voilà. Bon, on va y Quand vous revenir. votez pour quelqu'un, D'accord. malgré tout, ça veut dire que vous soutenez quelqu'un. Voilà. Que vous apportez votre caution Un vote d'adhésion, à ce cette, que vous voulez dire. personne. Mais en D'accord. tout cas, vous lui apportez votre caution. Voilà. Alors, cette tentation de l'abstention, combien de gens sont concernés ? Beaucoup de monde dans Guénaud, mais notamment les insoumis, c'est-à-dire les vrais militants de Jean-Luc Mélenchon. Notre chiffre du jour parle d'eux. Conformément à sa promesse, Jean-Luc Mélenchon a fait consulter ses militants sur la plateforme internet du mouvement. Résultat, 65% des insoumis, c'est un peu plus de 200 000 personnes qui ont répondu, ne voteront pas pour Emmanuel Macron. Ils s'abstiendront ou voteront blanc. Juan Branco, je ne sais pas si vous êtes allé cliquer sur Internet, mais vous faites partie de ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui voteront blanc dimanche prochain. Pourquoi ? C'est un exercice assez intéressant et très difficile à la télévision de porter une parole qui, par essence, se veut muette. C'est-à-dire, je suis porteur d'une parole silencieuse, d'une parole blanche qui est la mienne, qui est celle de refuser de s'exprimer. Et dans un temps relativement Macron, court, si vous nous expliquez pourquoi voter blanc, ça va le faire. Encore une fois, c'est très difficile parce que c'est un refus d'entrer dans le débat qui envemine le second tour de façon assez catastrophique, à mon avis, qui est une injonction à la morale et à l'engagement, mais d'un engagement qui, à mon avis, n'est pas le bon et n'est pas une solution pour les problèmes de la France de façon générale. Vous dites et plus particulièrement chantage moral qui sature le débat politique. Oui, vous estimez qu'on est face à un chantage moral, c'est ce qui vous empêche d'aller voter ? Moi, je pense qu'il y a une violence très forte qui s'exprime dans l'espace public aujourd'hui, oui, par rapport à une injonction au vote dans l'espace qu'on appelle progressiste. L'injonction au vote Macron. Une injonction au vote Macron de la part de personnes qui, d'ailleurs, en général, dont le seul engagement, la plupart du temps, a été de faire un vote de temps en temps, y compris en 2012, éventuellement en 2002, de manifester en 2002 contre Marine Le Pen, contre Jean-Marie Le Pen, mais qui, entre-temps, ont laissé l'espace vide et ne sont pas engagés de quelque façon. Je considère que les personnes, comme les militants insoumis, mais de façon générale, toutes les personnes qui ont fait preuve de leur engagement tout au long de leur vie pour un certain nombre de causes qui sont fondamentalement opposées à celles de Marine Le Pen, à un moment, n'ont pas à subir ces injonctions et ont le droit, à un moment, face à une alternative qui ne leur convient pas, au silence. André Comte-Sponville, sur ce chantage moral qui saturerait le champ médiatique, donc politique. Mais écoutez, ça n'est pas tout à fait faux. Moi, j'ai voté Macron au premier tour, je le ferai évidemment au second, je souhaite que le plus grand nombre de gens le fassent, donc je suis en parfait désaccord politique avec mes deux voisins. Mais ce n'est pas un désaccord moral. Je ne vois pas quelle leçon de morale j'aurais fait à M. Guénaud ou à M. Branco, que je ne connais pas ou quasiment pas. C'est un problème politique. Alors, c'est pas seulement parce que c'est désagréable, cette pression morale qu'en effet vous subissez, mais que c'est un contresens sur la politique et c'est dangereux. Trop de morale et pas assez de politique, c'est ça que Oui, vous voulez dire ? trop de morale, pas assez de politique, parce qu'on laisse entendre que la seule raison de voter contre Marine Le Pen, c'est une raison morale. Autrement dit, implicitement, oui, bien sûr, ça pourrait être l'intérêt de la France et des Français que de refuser toute immigration, voire de virer les immigrés à la mer, mais évidemment, malheureusement, la morale l'interdit. Mais Marine Le Pen, c'est un choix de société. Attendez, je termine. Si on dit ça, ça veut dire qu'on oppose uniquement la morale à des intérêts, auquel cas, évidemment, ce sont les intérêts qui vont l'emporter. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est pas d'abord que c'est une faute morale de voter pour Marine Le Pen, c'est que c'est contraire aux intérêts de la France et des Français. Parlons un peu moins de morale, un peu plus de politique, comptons un peu moins sur les bons sentiments, un peu plus sur les intérêts.
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire André. Y compris la fin, Très que content. voter Marine Non. Le Pen est contraire aux intérêts de la Mais- France? C'est pas le sujet. Moi, je ne vote pas Bah, Marine Le c'est Pen. aussi le Donc, sujet. Moi, je ne voterai pas Marine Le Pen. Le problème, c'est que cette injonction morale empêche tout débat. Voilà. En réalité, on a empêché depuis très longtemps ces débats d'émerger dans le paysage politique et dans le débat public. Hein. C'est-à-dire que la mondialisation, l'Europe, l'avenir de la nation, Oh bah, chez Jean-Luc les questions de Mélenchon, ils ont eu lieu, ces légitimité, de débats, souveraineté, etc. Bon, beaucoup de débats qui sont les vrais débats de la société actuelle et les vrais débats de l'Occident aujourd'hui. En les empêchant d'émerger, on a fini par créer la situation actuelle, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils émergent quand même, mais de la façon la plus brutale et la plus caricaturale qui soit. Voilà. Et aujourd'hui, l'injonction morale, l'espèce de croisade antifasciste, anti-nazi, ou je ne sais quoi, empêche qu'on en parle. C'est-à-dire que même dans le cas où... Anti-républicanisme, pour ne pas aller jusqu'à Henri nazisme. Si, pardon. Bon, d'accord. La croisade actuelle, elle est anti-nazie, Henri Guénaud, antifasciste. si on met de côté ce que Juan Branco et vous-même, et André Consponville appelait l'injonction morale, on est juste sur les programmes. Si Jean-Luc Mélenchon avait été au second tour, qui s'oppose à une certaine forme de mondialisation libérale, est-ce que vous auriez voté pour lui? Si Nicolas Dupont-Aignan avait été au second tour, est-ce que vous auriez voté pour lui? Souverainiste. Non, mais je ne sais pas ce que j'aurais fait si Nicolas Dupont-Aignan avait été au second tour. J'aurais peut-être. Vous avez voté Nicolas Dupont-Aignan au premier Non, tour, je non? ne vous dirai pas pourquoi Vous ne j'ai direz voté pas. au premier tour. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà. Aucun intérêt. Attendez, vous avez été le plus proche conseiller d'un président de Et la alors République. Et alors Vous animez le débat Vous savez, non, public sur une ligne gaulliste depuis toujours. C'est Non, mais très intéressant de savoir soit pour je qui vous prends votez. position pour quelqu'un et je l'assume, soit je ne prends position pour personne, je vais voter, ça concerne ma conscience, Bon. et puis voilà. Passons. Donc c'est pas le sujet de ce soir. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais moi j'aurais bien aimé que le second tour ce soit Monsieur Mélenchon contre Madame Le Pen. Voilà, parce qu'au moins on aurait eu une claire idée de ce qui était en train de travailler. Et en vous trouvez profondeur qu'on la n'a pas deux société choix de française. société absolument différents, là, avec M. Macron d'un côté, Mme Le Pen de l'autre? Ben ça, M. Macron n'est là que parce qu'il y avait M. Fillon au premier tour. Hein. Voilà, il n'aurait jamais été au second tour si François Fillon n'avait pas été le candidat de la droite et du centre et n'avait pas contraint un certain nombre d'électeurs modérés à aller voter pour M. Macron. Voilà. Claude. À propos de ce monsieur Macron, pour lequel seulement un de nos trois invités s'apprête à voter dimanche, qu'est-ce qu'il en dit de tout ça, cet homme dont vous ne voulez pas, Guénaud et Branco? On l'écoute. Ne pas se positionner, c'est décider d'aider Madame Le Pen. C'est décider de renforcer un projet qui est un projet de sortie de l'Europe, de l'euro et de la République et de ses valeurs, très profondément. Et donc c'est une sortie de l'histoire de la France. André Consponville, il n'en fait pas un tout petit peu trop, votre candidat, sorti de l'histoire de la France? Il est aussi apocalyptique que son adversaire? Tout candidat, enfin un peu trop, mais au moins là il parle de politique. Quand il dit que s'abstenir, c'est faire le jeu de Mme Le Pen, ça c'est vrai. Et c'est pourquoi je trouve que la position de M. Mélenchon est politiquement. Sorti de l'histoire de la France, c'est terrifiant. C'est une formule exagérée, je suis d'accord, c'est une formule de campagne Exalté. électorale. En revanche, quand il dit que Mme Le Pen veut sortir de la communauté de l'Union européenne, il a raison, sortir de l'euro avec les législations que chacun sait, il a raison. Et c'est ça l'enjeu principal. Et effectivement, à force de parler morale, on oublie de parler de politique. Je prends un exemple. Dans le monde d'aujourd'hui, l'édito porte sur la faute morale de l'Église catholique. Écoutez, moi je suis athée depuis plus de 50 ans, je lis Le Monde depuis 35 ans. Je ne vois pas bien au nom de quelle supériorité morale les journalistes du Monde font la leçon à l'Église catholique. C'est invraisemblable. Mais de même, quand Mélenchon dit à propos de Macron, ce qui meut Macron, c'est la haine des pauvres. Il y aurait Marine Le Pen, la haine de l'étranger, et Macron, la haine des pauvres. Mais c'est inouï. Ce discours de haine, qui est vraiment un discours populiste. On peut tout reprocher à M. Macron, mais imaginez qu'il ait la haine des pauvres. Ce qu'il lui reprochait, c'est d'être un une banquier. sottise crasse. Et donc le populisme qui joue sur les passions plutôt que sur la raison est un mouvement néfaste. Mais si on oppose au populisme que les bons sentiments et les valeurs morales, on se trompe aussi. Faisons de la politique, si possible, de façon raisonnable, rationnelle, calme, sans se Et laisser concrète. emporter par Alors, la haine et la colère. Et concrète, Juan Branco, selon l'issue du vote de dimanche prochain, lundi, ce sera à la tête de la France un président ou une présidente et qui imposera d'une certaine manière qui imposera une vision qui sera opposée à celle de l'autre, n'est-ce pas, sur la politique migratoire, sur les politiques sociétales, mariage pour tous, des éléments extrêmement concrets. Vous pensez Je ne pas sais pas, qu'il y a moi quand même j'attends de voir deux M. politiques qui Macron s'affrontent qui a soutenu, s'est prévalu du soutien de M. De Villiers, une figure historique de l'extrême droite, en le visitant au Puy du Fou et en se jouissant
de cette visite et de ce soutien à un moment où il se prévalait de la gauche et du Parti socialiste. M. Macron qui Est-ce que vous dimanche... n'êtes pas... Pardon, non, attendez. non, pardon, mais vraiment, vous désolé, avez tous on les va- droits, mais jamais Emmanuel Macron, qui effectivement s'est amusé à rendre visite à M. de Villiers, Non, c'est pas un amusement, je suis ne s'est désolé. prévalu C'est pas de un son amusement. soutien. On Il y a ne non, s'amuse mais- pas à aller visiter un leader d'extrême droite D'accord, quand on mais se vous dit ne pouvez- progressiste d'accord, et quand on appelle au drame de Pourquoi l'histoire pas Mais après vous ne les pouvez- élections. Pourquoi pas Mais vous ne pouvez Non, pas c'est pas dire. pourquoi pas, mais vous c'est ne- un fait. Pourquoi pas Mais vous ne pouvez pas dire qu'il s'est prévalu de ce soutien. C'est pas vrai. Il n'y a aucun mot en ce Non. sens. Ah, les photos, vous allez rendre visite à un leader d'extrême droite dans son fief. Vous prenez des visites avec lui, vous affirmez à cet endroit-là que vous n'êtes pas de gauche après l'avoir affirmé pendant 2 ans, et vous pensez que c'est un acte Donc secondaire. vous considérez que par avez entendu capillarité, Villiers M. soutenir Macron Macron est d'extrême droite? Vous n'avez pas entendu Villiers soutenir Macron explicitement Vous avez raté les dépêches. Et Marine Le Pen présidente, ça vous Désolé. fait pas peur? C'est pas c'est- une menace pour vous, l'extrême Bien sûr droite que c'est une aujourd'hui menace, il va falloir se battre, surtout Si elle pour est des personnes présidente qui toute dimanche leur vie sont engagées pour la liberté publique. C'est un grand drame, oui. Mais nous, justement, dimanche soir, nous ne jouissions pas d'une victoire avancée du premier tour en embrassant notre femme devant les caméras parce que nous étions heureux d'être au second tour face à Mme Le Pen. Donc les leçons de morale, ça suffit. Non, mais là, vous concentrez sur une anecdote, c'est-à-dire l'attitude Une d'Emmanuel anecdote Macron au soir Emmanuel du Macron, premier tour. un prochain président de la République qui aujourd'hui parle de Juan sortie de Branco. l'histoire, qui jouissait de cette sortie de Une l'histoire question sur potentielle deux pendant visions de la dimanche. société française radicalement opposées, incarnées par Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Non. Que ce sera concret la semaine prochaine? Encore une fois, M. Macron se rallie à M. de Villiers et vice-versa. André Comte-Sponville? Politiquement, je trouve ce genre de position effarante. Moralement, je ne lui reproche rien, mais politiquement, qu'un homme de gauche dise en gros entre Le Pen et Macron, je pareil. refuse de choisir, ça me paraît un abîme. Pour moi, c'est inconcevable. Et donc le combat politique pour battre l'extrême droite, mais aussi pour essayer de débloquer notre malheureux pays, parce que comprenez-moi bien, je n'ai pas seulement voté Macron pour faire obstacle à l'extrême droite, j'ai voté Macron aussi parce que ses idées étaient les moins éloignées des miennes, parce que je pense que la France a besoin de réformes et que seule une espèce d'union nationale est capable actuellement de faire passer des réformes nécessaires et difficiles. Ça fait des années que plusieurs d'entre nous rêvaient d'une union nationale droite-gauche. La gauche n'en voulait pas, la droite n'en voulait pas. Eh bien voilà que M. Macron est en train de faire l'union nationale à lui tout seul. S'il réussit, chapeau. Et Je suis désolé, mais pardon, donc, vous êtes en plein slogan. J'écoute Henri Guénaud, j'écoute Juan Branco, je vois pas d'union nationale. Vous n'êtes pas en train de vous raconter, Mais vous aucun marchez, des mais deux vous ne vote rêvez. Macron, précisément. Non, mais Donc, oui. ceux qui votent Macron, ce que je veux dire, c'est que ni droite ni gauche, ça m'a toujours paru une sottise. Et droite et gauche, c'est différent. Au fond, Pour vous, ce que c'est De Gaulle a désirable, réussi et droite et à la gauche. Libération et en partie en 58, c'est et droite et gauche. Je ne dis pas que c'est la voie définitive. Alors, je reste un homme de gauche. Je Henri pense que Guénaud. le droite-gauche a du sens, mais qu'il y a des moments où il est bon de dépasser cette opposition pour réussir à s'allier sur quelques points essentiels quand l'histoire l'exige. Jusqu'à Henri l'extrême. Guénaud, Aujourd'hui, vous n'êtes pas l'histoire l'exige. convaincu, il invoque la geste gaulienne, votre voisin. Non, propos il y a d'une plus- union vous savez, il y a nationale plusieurs possible. façons de dépasser la droite et la gauche. Il y a la manière fasciste, il y a la manière centriste et politicienne, il y a la manière gaulienne. Voilà, on pourrait passer toute une heure à débattre de cette question. Moi, j'ai jamais été convaincu par le clivage droite-gauche en tant que gaulliste. Voilà, mais la façon de le faire, la façon dont l'a fait le général de Gaulle et les circonstances n'avaient rien à voir ni avec ce que veut faire le Front National, ni avec ce que veut faire aujourd'hui Monsieur Macron. C'est pas l'union nationale, là, c'est la coalition de tous ceux qui défendent les mêmes intérêts, la même vision de la société, qui nous a conduit exactement là où nous en sommes et qui va continuer à nous conduire à une situation qui sera encore bien pire sur le plan social, économique, culturel et politique. Voilà. Donc, moi, je trouve la position de Jean-Luc Mélenchon, j'ai suivi toute sa campagne avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, c'était honnêtement la plus belle campagne de toutes, même si je suis en désaccord sur beaucoup de choses, en particulier sur la Vous avez sur aimé la le tribun. 6e République. Mais pas que le tribun. J'ai aimé l'homme politique qui essaie d'élever le débat, qui ne fait aucune concession, ni sur le plan de la langue, ni sur le plan de l'intelligence, ni sur le plan de la pédagogie. On peut être en désaccord total sur un certain nombre de sujets, mais ça relevait plutôt le niveau Guénaud de a la voté politique. Mélenchon. C'est Ça un relevait scoop. plutôt le niveau de la politique. Voilà, moi j'ai du respect pour Jean-Luc Mélenchon. Mais simplement, sa position, elle est parfaitement cohérente et parfaitement honorable. Enfin, elle est beaucoup plus cohérente après tout ce qu'il a dit que celle de certains de mes amis qui, après avoir D'accord. agonie d'injures M. Macron, D'accord. le soir même, explique qu'il faut voter M. Macron. Pourquoi ? On est en face on est en face d'Hitler, on est en face de Mussolini. Il y a un péril national tel qu'aucun débat politique n'est possible
et qu'il faut voter pour celui qui a... Donc le qui a- Front National, pour c'est celui- pas une menace aujourd'hui pour les Français, pour la France? Pas plus que M. Macron. Voilà, c'est une menace Droit de vote, différente. pareil. Vous vouliez dire un mot et avant... On n'est pas dans les après- mathématiques, on n'est pas là à comparer, faire des équivalences. Il y a des raisons pour ne pas voter Mme Le Pen et il y a d'autres raisons de ne pas voter M. Macron. Je ne vais pas voter pour quelqu'un qui défend des idées que je combats depuis Très bien, toujours. on l'a compris, Et Henri ce Guénaud. combat, c'est la raison même de mon engagement politique. Donc l'Europe, la mondialisation, le libéralisme. Oui, mais il y a bien d'autres choses. Moi, je Heureusement dirais que vous- un mot, communautarisme, oui. il y a aussi- Sur la position, d'une part, moi je considère que le Front National est un péril important pour la gauche, pour la gauche et pour la France, mais de façon générale, je n'arrive pas à me reconnaître dans aucune des valeurs portées par Emmanuel Macron lors de cette campagne. Contrairement à ce qui est affirmé, Emmanuel Macron n'a porté aucun mot pour les fragiles pendant cette campagne, ni pour les immigrés, ni pour les personnes en détresse. Ses propositions, c'est le retrait des allocations chômage à ceux qui refusent 2 offres. Moi j'étais au chômage scandaleuse en général, sans aucune compromission. Et il y a sur le parcours individuel de cette personne qui est marqué par l'opportunisme depuis l'âge où il a été en capacité de prendre ses décisions, en passant par la banque Rothschild, par les plus hauts corps de l'État, de façon où à aucun moment on ne voit l'intérêt général poindre au-delà de l'intérêt Popinot d'une était carrière, banquier, d'une hein, construction avait de été banquier. carrière. C'est pas le seul. hein. C'est pas une faute de gagner 3 millions d'euros dans la société actuelle en 2 ans. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose là dans cet argent qui aurait pu aller dans d'autres mains, il n'y a pas la participation à un système qui aujourd'hui est fondamentalement injuste, qui fait que certaines personnes peuvent s'enrichir extrêmement rapidement, alors que d'autres continuent à souffrir au quotidien, et que les propositions de ce candidat aujourd'hui s'attaquent à ces personnes, et qu'aujourd'hui ce candidat prétende défendre ces mêmes personnes auxquelles il n'a jamais Alors, parlé de la campagne Très bien, Roland. contre le FN. André Comte-Sponville va répondre et ensuite Nadia sur le vote blanc. s'il Monsieur vous plaît. Branco fait au fond le même genre d'erreur qu'il reproche aux autres. Vous faites à Macron un procès moral. Macron est méchant, il n'a pas le souci des pauvres. Mais de quel droit, au nom de quelle supériorité morale ou Du discours psychologique politique. faites-vous Non, la pas leçon psychologique. au monde entier? Discours politique, sur le discours politique, sur les propositions factuelles qu'il a Moi, faites. ce que je crois, c'est que être de gauche, c'est s'occuper du destin des plus pauvres, des plus faibles, des plus fragiles. Ce sont aujourd'hui les chômeurs et les exclus. S'il est vrai que la politique de Macron va faire reculer le chômage, il faut, pour un homme de gauche, la soutenir. Si c'est faux ce que vous pensez, il faut la combattre. Mais pas du tout au nom de la valeur morale de l'individu, pas du tout au nom de bons sentiments où chacun a sa bonne conscience pour lui et n'a que mépris pour les adversaires. Arrêtons avec ce discours de haine et de mépris. Très bien. La gauche s'est enfermée du temps de Sarkozy dans l'anti-sarkozysme. Après, on est tombé dans le Hollande bashing, on va tomber dans le Macron bashing. Ce discours de haine est un blocage pour la France. Arrêtons avec les passions tristes, comme disait Spinoza. Vous êtes Tenons entendu. un langage de raison, André développons Comte-Sponville. des arguments. Notre désaccord, à vous et moi, est un désaccord politique, parfaitement légitime. Mais aussi Ce n'est pas d'incarnation. une Mais opposition aussi entre le d'incarnation. bien et le mal, ni entre les Très gentils bien. et les méchants. Nadia, le vote blanc. Vote blanc et abstention, qui sont Ah deux oui. choses très différentes, tant dans le résultat final que dans l'intention, dans la motivation. Donc l'abstention, donc pour rappel, c'est le fait d'être inscrit sur les listes électorales et de ne pas se déplacer, qui est pourtant comptabilisé, largement commenté. Hein, les chiffres sont disséqués à chaque fois. Et pourtant, le problème, c'est que c'est impossible de distinguer l'abstentionnisme militant, le vôtre, et celui qui traduit juste l'indifférence pour le scrutin, ceux qui vont à la pêche, par exemple. Quant au vote blanc, c'est celui qui pose le plus de questions. C'est donc un bulletin vierge ou une enveloppe vide, puisqu'en France, depuis 2014, ce vote est décompté, annexé au procès-verbal, mais il n'est pas comptabilisé comme un bulletin exprimé. Donc finalement, ça change strictement rien au résultat final. Et on peut quand même rappeler, ça c'est intéressant, que 6 candidats du premier tour étaient favorables à sa reconnaissance dans des calendriers et des modalités différentes, et que si le vote blanc était reconnu de manière très concrète et complète aujourd'hui, ça pourrait invalider une élection si la somme des votes blancs et l'abstention était supérieure à 50%. Ça se pratique d'ailleurs dans un certain nombre de pays, en Suède, en Suisse et en Amérique latine. Alors pour rappel quand même, dans le programme de Mélenchon, il était dit que le vote obligatoire serait obligatoire, mais qu'il serait assorti de la reconnaissance du vote blanc. André Comte-Sponville, est-ce que c'est pas ça finalement la solution? On oblige à voter, mais on reconnaît le vote blanc. J'ai vu que Une vous aviez solution tiqué sur cette possible, mais le vote obligatoire, ça suppose des contrôles et ça suppose des sanctions. Des contrôles très compliqués et des sanctions très désagréables. Mieux vaudrait motiver les électeurs. Je ne suis pas opposé au principe de vote obligatoire, ça me paraît difficile et douteux. Mobiliser les électeurs, ça veut dire leur parler de leurs intérêts. Ça veut dire ne pas faire de procès moraux à tout bout de champ, de droite ou de gauche. Ça veut dire expliquer aux gens que l'urgence aujourd'hui, c'est de réhabiliter la politique. On n'y parviendra pas en crachant perpétuellement sur ceux qui la font, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils Très bien. envisagent d'y parvenir.
Pareil, même avis? Oui, Bon. ça s'adresse aussi à M. Macron pour ce qui est de cracher sur les autres. Pardon. Bon. Mais juste une Tiens, remarque, oui. un petit point de logique. Vous ne pouvez pas à la fois dire que voter blanc ou s'abstenir, ça favorise Mme Le Pen, et dire ensuite, comme vous venez de le faire, que ça ne change absolument rien. Mais c'est pas comptabilisé. Donc Non, mais ça change quelque chose. Enfin, vous ne pouvez pas à la fois me D'accord. dire que ça ne change rien, et en même temps, Henri Guénaud. que ça favorise Mme Le Pen. Henri Guénaud, on va vous amuser. Thibault Nol va vous amuser avec un portrait amusant, c'est le moins qu'on puisse dire, de Pierre Lelouch. Oui, très bien. Allez-y. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que les ténors de la droite appellent à voter Macron, un soprano de la famille républicaine claque la porte du parti. Alors, faut-il claquemurer Pierre Lelouch? Pierre Lelouch a été député pendant 24 ans du Val d'Oise, puis de Paris, et entre-temps sous-ministre de Sarkozy au commerce extérieur et aux affaires européennes. Révulsé par l'appel de son parti à voter Macron, Lelouch fait son Jospin et se retire de la vie politique. J'ai décidé de me retirer de la vie politique. Bah, rendez-vous compte, c'est un séisme. Mais je sais pas, moi, c'est comme si le général de Gaulle, tout d'un... Merde, tiens. Pierrot fait du boudin et distribue. De Fillon, il écrit « Entouré d'un camarilla de fidèles et d'ambitieux, il a tenu à toute force à aller au bout du suicide personnel et collectif. » De lui-même, il résume « J'ai ma part de responsabilité dans l'échec collectif de ma génération. » Lui, l'ancien des kibboutz socialistes devenu atlantiste hardcore, le conseiller diplomatique de Chirac, le partisan de la guerre en Irak, le docteur en droit à Harvard prêt à destituer François Hollande pour des secrets révélés aux journalistes, semi-dépressif et réduit à la retraite. C'est sûr que je vais m'emmerder. Bon, alors, il y a la chasse, mais passé 65 ans, faut faire attention. La bagnole, c'est pareil. Il me reste scène de ménage avec Gérard Hernandez. Hé, salut les petits schtroumpfs, comment ça va? Alors, on s'emmerde devant la télé. Il y a un an seulement, Pipi draguait Macron et chantait avec des yeux de braise. Le moderne, c'est lui maintenant. Il est le bienvenu chez les Républicains. Et voilà le farouche faucon français transformé en vieux coq déplumé, incapable de discerner puéril et péril. Tout ça pour ça, comme un mauvais Lelouch. Vous pourriez vous retirer de la politique? Oui, bien sûr. Comme votre ami Pierre Lelouch? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Vous nous manqueriez? Est-ce que ça manquerait à la France, finalement? Bon, je n'ai pas la prétention de manquer à qui que ce soit si je me retire de la politique. Voilà, c'est un choix personnel. Vous savez, pourquoi faire de la politique sinon parce que... Si c'est pour ne pas voter. Non. Non, ça c'est... Ah bon, d'accord. Ça c'est une... Ça, c'est bas. Non, c'est une boutade, mais... Oui. Non, on peut ne pas vouloir voter quand on a le choix entre deux Très bien. solutions dans lesquelles on ne se reconnaît absolument Très pas. Moi, bien. j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas. Ça arrive. Bon, très bien. Maintenant, les Français choisiront. Je ne serai pas complice de ça. Mais oui, je peux me retirer. Pourquoi? Parce que l'engagement politique, c'est un engagement qu'on prend quand on n'est pas content de l'état de la société et du monde et qu'on a envie de le changer. Quand on si on a conscience un jour qu'on ne peut pas le changer, alors on va faire autre chose. Voilà. Merci à vous trois. À suivre, messieurs Mauduit et Saltiel.